Si le cœur humain battait avec la précision absolue d'une horloge suisse, genre avec un tic-tac vraiment implacable et mathématiquement parfait, L'organisme serait probablement en très grand danger. ouais, exactement. Et c'est vraiment l'un des paradoxes les plus fascinants de notre physiologie. En fait, on a tous en tête cette image super rassurante du cœur comme une sorte de métronome infaillible. Bien sûr, On se dit que c'est le symbole même de la bonne santé, mais quand on plonge dans les données cardiaques réelles, la régularité parfaite, c'est très souvent le signe précurseur d'une détresse majeure. c'est ça. La stase, donc cette absence totale de variation dans l'intervalle de nos battements cardiaques, c'est effectivement une anomalie sévère. Un système biologique en bonne santé, c'est un système qui est, à la base, fondamentalement irrégulier. Il doit être capable d'osciller, de s'adapter en temps réel, quoi. Donc le mythe du métronome, on l'oublie. On l'oublie totalement. Non seulement c'est faux d'un point de vue clinique, mais en plus, ça masque l'un des mécanismes les plus sophistiqués du corps humain. Et c'est précisément ce mécanisme qu'on va décoder aujourd'hui, dans cette nouvelle exploration. L'objectif de notre analyse, c'est de déchiffrer ce langage secret du cœur. La fameuse variabilité de la fréquence cardiaque. Voilà, la VFC. On va voir comment une simple mesure de ces minuscules irrégularités peut se transformer en un radar vraiment redoutable pour détecter la charge mentale et le stress psychologique. Et pour construire ça, on n'est part pas de nulle part. Non, pas du tout. On s'appuie sur deux travaux scientifiques majeurs. D'un côté, on a une vaste revue systématique qui a observé l'impact du stress au travail sur la VFC, et ça dans des conditions réelles de bureau. Et de l'autre, une méta-analyse très pointue qui, elle, cartographie vraiment les fondements neurobiologiques de cette variabilité. Ce qui est génial avec ce croisement de sources, c'est qu'on relie l'infiniment petit, donc ce qui se passe dans nos circuits neuronaux, avec le très concret. Ouais, la pression d'une boîte mail qui déborde, par exemple. Exactement, ou un boss un peu trop exigeant. On trace vraiment une ligne directe entre la théorie pure et l'usure professionnelle du quotidien. Bon, avant de voir comment un open space toxique peut littéralement dérégler notre cœur, il faut qu'on visualise ce qu'est cette fameuse variabilité. Ok, décortiquons tout ça. Pour notre public, imaginons un joueur de tennis professionnel sur le court juste avant de recevoir un service. Il est jamais statique. Jamais. Il n'a pas les pieds collés au sol. Il sautille en permanence. Il transfère son poids d'une jambe à l'autre. Et ce mouvement constant, ça lui permet d'exploser vers la gauche ou vers la droite en une fraction de seconde. Ouais, je vois l'image. Ce sautillement, cette instabilité très contrôlée, c'est ça la haute variabilité de la fréquence cardiaque. C'est un état d'alerte fluide. Alors qu'un cœur stressé, chroniquement, à l'inverse, c'est un joueur avec des semelles de plomb. Figé sur sa ligne. C'est ça, figé et incapable de réagir assez vite. Cette métaphore illustre parfaitement la notion d'adaptabilité du système nerveux. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce phénomène de variabilité naturelle a été repéré bien avant qu'on ait tous des montres connectées au poignet, hein. Ah ouais, genre à quelle époque? Dès 1847. Ah oui, quand même. Oui, un physiologiste qui s'appelait Carl Ludwig avait déjà remarqué ça sur des chiens. Il a vu que le pouls s'accélérait mécaniquement pendant l'inspiration et ralentissait pendant l'expiration. C'est ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire. D'accord, donc lié au souffle. Voilà. Mais le vrai bond en avant, c'est un siècle plus tard, en 1967. Un chercheur nommé Wolf a émis l'hypothèse que c'était pas juste un effet secondaire de la respiration. Pour lui, c'était une ligne de communication directe, à double sens, entre le cerveau, le nerf vague et le muscle cardiaque. Donc, en gros, le cœur agit comme un moniteur externe qui affiche en temps réel les commandes du cerveau. Mais pour qu'il y ait de la variabilité, il faut bien qu'il y ait des forces qui s'opposent, non? Je veux dire, le cerveau n'envoie pas un seul signal monolithique, sinon ce serait régulier. Absolument. Tout repose sur l'architecture de notre système nerveux autonome. Le fameux SNA. C'est ça. C'est la tour de contrôle inconsciente du corps. Ça gère la digestion, la taille des pupilles, la température et bien sûr le cœur. Et ce système, il est divisé en deux branches qui font un bras de fer perpétuel. L'accélérateur et le frein. Exactement. D'un côté, le système sympathique. Ça, c'est l'accélérateur primitif. Le truc conçu pour combattre ou fuir. Face à une menace, ça inonde le corps d'adrénaline, les vaisseaux se contractent, le cœur s'emballe pour envoyer du sang aux muscles. Mode survie activé, quoi. Voilà. Et de l'autre côté, on a le système parasympathique, la pédale de frein. Son câble principal, c'est le nerf vague. Son job, c'est de ramener le calme, de relancer la digestion et surtout de ralentir le nœud sinusal. Le nœud sinusal, c'est le pacemaker naturel du cœur, c'est ça? Tout à fait, c'est lui qui donne le tempo électrique. Donc ce nœud subit en permanence les attaques de l'accélérateur sympathique et les coups de frein du parasympathique.
Et c'est la rapidité avec laquelle ce frein parasympathique s'engage et se relâche, de l'ordre de la milliseconde, qui crée cette irrégularité entre chaque battement. Ah, d'accord. Un air vague réactif donne une forte VFC. Mais du coup, si on parle de millisecondes, prendre son pouls avec 2 doigts sur le cou, ça sert strictement à rien. Ah non, impossible à détecter comme ça. Les études qu'on regarde utilisent d'ailleurs plein d'acronymes super intimidants. On voit passer des trucs comme SDNN, RMSSD ou les fréquences LF et HF. Faut qu'on traduise ce jargon pour tout le monde. On va faire simple, hein. Commençons par les indicateurs temporels comme le RMSSD. Concrètement, le chercheur y regarde quoi sur l'écran? Le RMSSD, c'est la mesure clé pour évaluer la récupération. Sans faire de maths complexes, c'est juste la moyenne de la différence de temps entre chaque battement successif. Genre, si le premier espace fait 800 millisecondes, le suivant 820? Puis 790, voilà. Ça capture cette micro-variance de battement à battement. Et comme seul le nerf vague peut modifier le rythme aussi vite, le RMSSD, c'est vraiment le reflet pur de la puissance de notre frein physiologique. Et le SDNN alors? Le SDNN, lui, regarde la variance globale sur une période beaucoup plus longue, genre 24 heures. Ça donne une vue d'ensemble de la capacité d'adaptation du corps sur un cycle complet jour-nuit. Ok, c'est très clair pour la notion de temps. Mais après, les études ajoutent des variables fréquentielles. LF pour les basses fréquences, HF pour les hautes fréquences. J'ai l'impression qu'on est en train de régler un ampli audio là. Mais c'est une excellente analogie. En fait, les algorithmes prennent la courbe des battements et utilisent une opération, la transformée de Fourier, pour décomposer ce signal. Exactement comme un ingénieur du son séparerait la basse, la batterie et la voix sur un morceau. Ah, stylé. L'onde haute fréquence, ou HF, elle oscille vite, environ 9 à 24 fois par minute, ce qui correspond au rythme de notre respiration. Donc les hautes fréquences, c'est la signature spectrale du système parasympathique. Le frein. Et les basses fréquences, les LF? Plus complexe. Les LF représentent un mix. Elles reflètent l'activité des deux systèmes, sympathique et parasympathique à la fois. Bon, on a notre arsenal mathématique, le duel accélérateur contre frein est mesurable. Mais maintenant, pourquoi ce frein lâche-t-il quand on est bien au chaud, assis, en totale sécurité derrière un écran au bureau? Comment on passe de cette mécanique interne au burn-out clinique? Faut remonter à la définition du stress. Anseli, un endocrinologue, a théorisé ça en 1936. Il disait que le stress, c'est la réponse non spécifique du corps à toute demande d'adaptation. D'accord. Il a identifié 3 phases. 1. L'alarme. Le choc, le coup d'accélérateur sympathique. 2. La résistance. La menace reste, le corps maintient des niveaux élevés d'hormones, comme le cortisol, pour tenir. Et 3. Si rien ne change, l'épuisement. Les ressources s'effondrent. Ouais, mais attendez, je conteste un peu ça. Le terme « toute demande d'adaptation », c'est un piège, parce que techniquement, apprendre une nouvelle langue ou faire du sport intense pour le plaisir, c'est aussi une demande d'adaptation, non? Absolument. Le stress, c'est pas un poison en soi. C'est vital pour apprendre ou survivre. Le vrai danger physiologique, ce serait pas plutôt d'être bloqué dans cette phase de résistance sans jamais récupérer? C'est exactement ça. Le pic de stress aigu, c'est sain. C'est fait pour s'emballer et redescendre. La toxicité, elle arrive avec la résistance chronique. Quand on garde l'accélérateur enfoncé tout le temps, le corps baigne dans les hormones de stress. Et à la longue, ça bouffe le nerf vague. Il s'use, carrément. Oui, il perd sa capacité de transmission. Et c'est ce que montrent les modèles sociologiques du stress au travail dans notre première source. C'est vrai, l'étude parle beaucoup de 2 modèles au bureau. Le premier, c'est celui de Karasek. Ça croise l'exigence de la tâche avec la latitude décisionnelle. En gros, imaginez un opérateur de centre d'appel ou un cadre intermédiaire. On lui donne des quotas irréalisables, mais il n'a aucun pouvoir sur son emploi du temps ou la façon de faire son travail. La pire combinaison. Forte demande, contrôle nul. Et le deuxième modèle, c'est celui de Sigrist. Là, c'est le déséquilibre effort-récompense. Notre organisme veut bien puiser dans ses réserves, mais il faut que le jeu envahisse la chandelle. Exactement. Si tu fais 60 heures par semaine pour un projet, mais que derrière t'as 0 prime, pas de promotion, ni même un merci de ton manager, le cerveau perçoit un déficit critique. Et les résultats cliniques sont dingues. Les travailleurs coincés dans ces situations, leurs chiffres s'effondrent, le RMSSD temporel chute, les hautes fréquences HF s'écroulent aussi. En clair, le frein a complètement disparu, le cœur devient rigide, il bat comme un métronome. L'organisme est en guerre silencieuse contre une menace invisible. C'est l'antichambre du burn-out. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment une simple construction sociale, genre
Une absence de reconnaissance ou un tableau Excel arrive à franchir la barrière physique pour venir débrancher un nerf dans notre poitrine. Je veux dire, il n'y a pas de tigre à dents de sabre dans l'open space. Non, en effet. C'est juste une réunion à 14 heures. Comment une pensée abstraite étouffe la variabilité de notre cœur? La réponse est dans notre deuxième source, sur la neurobiologie. Pour le cerveau, menace physique ou sociale, c'est la même chose. Il fait en permanence une évaluation de la menace, le threat appraisal. Et ça, c'est un vrai combat de ring dans la tête, un affrontement chimique et électrique entre deux zones. Qui contre qui? Dans le coin gauche, l'amygdale, c'est le détecteur de fumée primitif. Elle analyse rien, elle réagit. Au moindre truc louche, elle déclenche l'accélérateur sympathique. Et dans le coin droit? Dans le cortex préfrontal, on a la région ventre-médiane, le fameux CPFVM. Ça, c'est le centre exécutif, la rationalité. C'est lui qui met les choses en perspective. Donc, mettons qu'un boss m'envoie un mail super froid le vendredi soir à 19 heures pour me dire « on fait un point lundi matin ». Mon amygdale s'enflamme et me prépare à fuir un ours. Exactement, mais si tu es dans un environnement sain, ton cortex préfrontal ventre-médian prend le relais, il analyse, il se dit « c'est juste le point hebdo, il n'y a pas de danger », et il envoie un signal pour étouffer la panique de l'amygdale. Et ça marche comment physiquement? Ce cortex envoie des fibres nerveuses inhibitrices directes vers l'amygdale pour la faire taire. Du coup, le parasympathique reprend le contrôle via le nerf vague et le cœur retrouve sa variabilité. Si on relie cela à la situation dans son ensemble, la méta-analyse nous montre un truc fou. Quoi donc? La variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC, c'est littéralement la mesure physique, en millisecondes, de l'efficacité de ce cortex préfrontal. Waouh! Ça change tout en fait. C'est pas juste un truc de cardiologue. C'est une fenêtre biométrique sur notre santé psychologique. Absolument. Quand on voit la VFC chuter chez un employé qui est assis au calme, on regarde pas un cœur malade. On regarde en temps réel une partie de son cerveau qui n'arrive plus à faire taire son amygdale. C'est la trace mathématique d'une rumination anxieuse, quoi. C'est le cerveau supérieur qui n'arrive plus à imposer le sentiment de sécurité. La machine tourne à vide pour un impact qui n'arrivera jamais physiquement, mais qui vide toutes les batteries. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Je veux dire, si on a un radar aussi parfait pour détecter l'épuisement avant la dépression clinique, pourquoi la médecine du travail ne met pas des capteurs sur tout le monde? Ça soulève une question importante. Et c'est là que la revue systématique met un gros coup de frein. Isoler le signal du stress professionnel dans la cacophonie de la vie humaine, c'est un cauchemar de chercheurs. Trop de bruit dans les données? Énormément de bruit statistique, les méthodes sont hyper hétérogènes, certains font un test de 5 minutes au repos, d'autres te font porter un moniteur Holter pendant 48 heures, tu peux pas comparer une photo floue avec un film en 4K. Ouais, c'est logique. Et puis, il y a tous les facteurs de confusion, non? Si je marche vite pour aller au bureau ou si j'ai bu 3 expressos le matin, mon rythme cardiaque change. La caféine, le manque de sommeil, un repas lourd. Même la respiration. On a dit tout à l'heure que ça modifiait les hautes fréquences. Donc, dire que ma baisse de VFC vient de mon manager toxique et pas de mon 3e café, scientifiquement, c'est osé. Très osé. Sans compter l'âge, la génétique, la posture. Mais le pire casse-tête technique, ce sont les battements ectopiques. Les battements ectopiques. C'est quoi ça? C'est un léger raté, un lattement qui arrive une fraction de seconde, trop tôt ou trop tard. C'est tout à fait naturel et sans aucune gravité clinique. On en a tous. Si c'est inoffensif, pourquoi ça pose un problème aux chercheurs? Il y a qu'à les ignorer. On ne peut pas. Parce que les algorithmes qui calculent les fréquences LF et HF ont besoin d'une séquence mathématique parfaite. La transformée de Fourier exige des ondes continues. Ah, je vois le problème. Un seul battement ectopique, ça crée une cassure. Le logiciel voit un mur au lieu d'une vague et ça bousille complètement la distribution des fréquences. Si on ne nettoie pas méticuleusement les données avec des logiciels très spécifiques, les résultats ne valent rien. D'accord. Mais alors, comment on sauve la pertinence de la VFC pour l'entreprise? Si comparer un individu A avec un individu B, ça marche pas à cause de la génétique et du café, c'est quoi la bonne méthode? Le secret, ce sont les études longitudinales intra-individuelles. Faut arrêter de comparer les gens entre eux. Il faut mesurer une personne par rapport à sa propre ligne de base, sur plusieurs mois. Ah ouais, donc on se compare à soi-même. Voilà. Si je mesure ta VFC pendant 6 mois, tes habitudes de café et ton âge restent stables. J'ai une base. Si soudainement, après une grosse restructuration de ton service, ton RMSSD plonge pendant des semaines, là, la corrélation avec le travail devient indéniable. C'est d'ailleurs ce que réclame une task force scientifique internationale depuis 1996, des standards unifiés. Il faut vraiment une rigueur absolue pour extraire le bon signal de tout ce chaos. Bon, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, l'image est quand même d'une clarté redoutable.
Je trouve aussi. Pour résumer, pour notre public, un cœur sain n'est pas un métronome rigide. C'est un organe en constante micro-adaptation, tiraillé entre l'accélérateur et le frein parasympathique. Cette fameuse VFC, c'est la signature biométrique de notre cerveau. Ça mesure l'efficacité de notre cortex préfrontal à calmer l'alarme de notre amygdale primitive. C'est un indicateur très puissant. Et le bureau, l'environnement pro, ça joue le rôle de déclencheur profond. Quand on est face à des demandes impossibles sans contrôle, le modèle de Karasek, ou des efforts non reconnus, le modèle de Sigrist, le cerveau voit une menace. Il lâche le frein. Le cœur devient rigide et on glisse vers l'épuisement de cellier. Le stress, c'est plus juste dans la tête. C'est devenu une réalité mathématique mesurable dans la poitrine. La détresse au bureau s'imprime littéralement dans les cellules. Ce que l'esprit essaie de justifier ou d'encaisser, le corps le hurle à travers le système nerveux. Et cette réalité soulève une dernière pensée, un peu provocatrice pour clôturer notre analyse. La tech évolue tellement vite aujourd'hui. On a des bagues intelligentes, des montres qui mesurent la VFC en continu, avec une précision quasi clinique. C'est vrai, les données sont de plus en plus fiables. Ces capteurs peuvent détecter l'épuisement de cellier avant même qu'on s'en rende compte soi-même. Si on se projette dans le monde de l'entreprise de demain, c'est presque vertigineux. On pourrait aller loin. Imaginez un système où la chute algorithmique de votre VFC déclencherait automatiquement une mise au vert forcée par les RH. Un monde où l'algo analyse vos millisecondes et vous déclare en burn-out avant même que vous n'ayez poussé le moindre soupir de fatigue. Est-ce qu'on serait prêt à confier notre santé mentale à la sagesse mathématique de notre nerf vague? Ça ouvre une vraie réflexion sur la ligne fine, très fine, entre la protection bienveillante et la surveillance biologique au travail. On vous laisse méditer là-dessus.